On a oublié d'inscrire son nom dans les livres d'histoire. Et pourtant, lorsqu'elle avait 20 ans, cette vieille dame, comme des centaines d'autres femmes anonymes, a sauvé la France. Marie-Jo Chombardelove, 92 ans. Entrée dans la résistance à 16, arrêtée par la Gestapo, déportée en Allemagne. Pour Marie-Jo, la résistance, cela a presque été un réflexe naturel, une histoire de famille. Quand les Allemands entrent dans Paris en juin 1940, Marie-Jo est sur l'île de Bréhat, en Bretagne, où elle vit avec ses parents. La jeune fille vient d'avoir 17 ans et lit La guerre des femmes, un récit sur la résistance des Françaises durant la guerre de 14. Héritage familial. Adrien, son père, un médecin engagé, a eu les poumons brûlés par les gaz allemands à Verdun. Sa mère Suzanne, infirmière, a soigné les poilus sous la mitraille allemande. Alors, quand le lendemain de la capitulation, un général inconnu lance un appel de Londres, toute la famille est prête. Peu de gens à l'époque avaient des radios. Nous avions une radio qui avait été à titre préventif cachée dans une niche et on enlevait un panneau de bois et on écoutait la radio. Et alors, vous entendez la voix de Gaulle? On entend cette voix, rejoignez-nous, etc., ce message. Mais c'était très brouillé. Les Allemands brouillaient, il y avait des bruits, des espèces de rondements sourds pour qu'on l'entende mal. On arrivait tout de même à l'entendre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Qui décide d'agir dans votre famille en premier? Mais il n'y a pas une décision comme ça s'est fait petit à petit. Il y a eu des hommes qui ont voulu rejoindre Londres et il va falloir commencer à s'organiser en groupe d'amis pour trouver les petits bateaux et aider à ce départ. Marie-Jo et ses parents doivent donc dénicher dans la région des bateaux capables de déjouer la surveillance des Allemands qui ont bouclé la côte. Les capitaines font mine de partir en pêche, mais passent en réalité au large de l'île de Bréhat, où les candidats au départ embarquent en catimini avant de filer vers l'Angleterre. Marie-Jo et son groupe vont ainsi faire passer une centaine de personnes à Londres. Mais dès l'automne, la filière se tarit. Alors il fallait partir par les nuits sans lune, vous voyez, parce qu'il y a des projecteurs, et tout ça, et entre des rondes, tout ça devient très vite hyper surveillé et très dangereux. Hitler craint un débarquement des forces alliées et déploie soldats et canons sur toute la côte bretonne. Marie-Jo et les siens doivent changer de tactique. En accord avec Londres, la mère de la jeune fille monte un réseau d'une quinzaine de personnes chargées d'informer les Alliés sur les plans de défense des Allemands. C'est Marie-Jo, désormais étudiante en première année de médecine à Rennes, qui est chargée de transporter plans et documents recueillis sur la côte jusqu'au QG clandestin dans la capitale bretonne. J'avais obtenu un laissez-passer, un Oswest, parce qu'en principe, toute la côte était interdite de circulation. Mais comme mes parents habitaient sur l'île, j'avais obtenu un Oswest, un laissez-passer. Donc j'allais sur la côte, et là, ma mère rapportait les renseignements qu'on pouvait avoir par son groupe sur les différents types de mouvements qui peuvent intéresser, les fortifications, les occupations de tel et tel lieu. Et je ramenais tout cela à Rennes, qui était simplement une zone occupée. Pour mener à bien sa mission, Marie-Jo doit parcourir une centaine de kilomètres à vélo avant de prendre un train pour Rennes. Le risque est permanent. Les Allemands sont partout. En Bretagne,
Marie-Jo, elle aussi, continue ses missions à vélo entre l'île de Bréa et Rennes. Mais sa couverture ne tient pas longtemps. En avril 1942, informée par un agent double, la Gestapo déclenche une vaste rafle contre les résistants bretons. Les 13 membres du réseau sont arrêtés, plus Marie-Jo. Je suis dans ma chambre d'étudiante, on sonne à ma porte, je suis au premier, je vois, police allemande. Ouvrez. Vous voyez, ils fouillent ma chambre, ils ne trouvent rien. Et puis je suis embarquée dans l'attraction noire. Donc, il m'emmène à la commandanture, puis à la prison, et le lendemain matin, il me dit « Descendez, vous êtes transféré ailleurs ». Et quand je vais dans le hall de la prison, il y a les trésors de mes parents. Qu'est-ce que ça fait de voir ses parents arrêtés comme ça Ben, je pense qu'il y a eu un gros coup de filet, quoi. Et votre mère, elle réagit comment quand elle vous voit? On ne dit rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne dit rien. On reste calme, on reste à froid. Marie-Jo est séparée de sa famille et transférée à Paris, à la prison de la Santé. Immédiatement, les interrogatoires commencent. Je descends dans une demi-cave, il me faut asseoir sur une chaise, la table devant moi, et derrière la table, il y a des instructeurs, des militaires, etc., le capitaine commandant de la prison. Et sur la table, il y a les plans du défense côtière du dernier mois. Alors ils me disent, nous avons le matériel. Et là, il faut tout nier. Mais quand je vois ça, je dis, on est perdu. Et donc vous avouez? Non, sûrement pas. Les premiers jours, on nie tout. Les premiers 24 heures, on nie tout. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il les met en colère, il menace, ça vaut la mort, etc., etc., vous voyez. Là, ils sont violents avec vous? Pas très. Menace constamment, bousculade, oui. Si vous voulez, j'ai pas eu de baignoire, par exemple, et l'électricité. Marie-Jo est enfermée dans les cellules de la 2e division allemande punitive, réservée aux otages et aux condamnés à mort. Derrière ces barreaux, la jeune femme de 18 ans envisage le pire, mais elle se sent prête. J'avais un poème d'Alfred de Vigny, et qui pour moi avait un sens vraiment symbolique dans ces conditions. Ça s'appelle « La mort du loup » d'Alfred de Vigny. Et j'ai écrit sur le mur les 4 derniers livres de ce poème, parce que ça évoque la dignité de celui qui va mourir. Et je vous l'ai dit, c'est gémir, pleurer, prier sont également lâches, fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis, après comme moi, souffre et meurt sans parler. Marie-Jo, elle, danse aussi avec l'enfer. Depuis sa cellule de la prison de la Santé, elle aperçoit souvent la sinistre colonne des résistants amenés au Mont Valérien pour y être fusillés. La jeune femme se demande chaque jour quand ce sera son tour. Quelques semaines plus tard, la sentence tombe. Ce sera la déportation. Sur la porte de sa cellule, les geôliers allemands ont inscrit 2 lettres, N, N. Et ils vont nous déporter comme NN. Vous savez ce que c'est que nuit et brouillard? On tombe dans une catégorie qui s'appelle nuit et brouillard, qui doivent disparaître sans laisser de traces. Les hommes sont envoyés à Nassau-Struthof, qui est un camp de NN, et nous, les femmes, on va être envoyés à Ravensbrück. On est déportés. Mais c'est pas un train wagon à bestiaux, comme on a vu des familles juives entassées, non. C'est un train cellulaire grillagé, dans lequel nous sommes pratiquement assis, mais avec tous les militaires avec leurs fusils autour de nous, comme des gens dangereux, quoi. Elles sont 58 femmes dans le wagon grillagé.
toutes des résistantes. Dans le camp de Ravensbrück, Marie-Jo et les 57 autres résistantes ont été parquées dans un hangar sans eau ni chauffage, entre le baraquement des naines et celui des tziganes. Pour la jeune femme, c'est la découverte de l'innommable. Le choc, c'est de voir les femmes rentrer du travail. Elles offrent un aspect lamentable. Maigres, souvent les cheveux rasés, des vêtements déchirés, la grande misère, la dégradation humaine. Et on voit ces femmes qui rentrent, mais on se dit, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bail ou est-ce qu'on va... Et puis on a vite compris qu'on allait devenir pareil. Chaque nuit, les prisonnières sont réveillées à 3h30 du matin et doivent se tenir prêtes pour aller travailler vers 5h sans avoir rien bu ni mangé. Car à celles qui se rendorment, les gardes SS attendent le moindre signe de faiblesse pour déverser leur cruauté. En prison, j'ai connu des choses dures, mais on était des êtres humains, des ennemis. Alors qu'à Ravensbrück, on est des choses, des objets. Et le SS a le droit de dire à l'autre, toi, je peux faire de toi ce que je veux, je suis supérieur, et je peux t'utiliser, t'exploiter à mort dans le travail, t'exécuter, etc. Durant ces longues journées de travail autour du camp, Marie-Jo rencontre d'autres résistantes déportées, dont Geneviève de Gaulle, la nièce du général. Restés ensemble, solidaires. Mais, au bout de quelques semaines, Marie-Jo est affectée au Kinderzimmer, le bloc des nourrissons, là où les gardiens SS déposent les bébés arrachés à leur mère détenue. J'étais une des jeunes filles chargées d'en s'en occuper. Et là, j'ai vu la plus grande misère, c'est-à-dire la mort en quantité de ces nouveau-nés qui étaient gardés. Et très peu ont survécu. La mort des enfants, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. Et la souffrance des mères, des jeunes femmes, voilà. Ça, j'ai vécu au jour le jour pendant plusieurs mois. Durant son séjour à Ravensbrück, Marie-Jo a amené une centaine de bébés morts à la morgue du camp. Marie-Jo, elle, doit attendre le 21 avril 1945, 8 mois après la libération de Paris, pour être enfin libérée de Ravensbrück. Elle a 21 ans, elle est restée 20 mois dans le camp. Le retour vers Bréa se passe comme dans un songe. Marie-Jo a retrouvé Suzanne, sa mère, elle aussi rescapée des camps. Son père, Adrien, est mort en déportation. À son arrivée dans son île, la jeune femme comprend que son épreuve n'est pas finie. Nous rentrons à Bréa, on est fêtés par la mairie, par les enfants des écoles, et puis la vie va reprendre. Alors je vais dans ma chambre, je remets une robe de jeune fille, mais ce n'est plus la même personne qui était dedans. Moi, je ne suis pas squelettique, mais ce qui frappait les gens, c'est le regard qu'on avait. Mes yeux avaient vu le pire, la mort, la cruauté, etc. Et ma sœur aînée, par exemple, qui était infirmière, soignante, m'a invité avec quelques amis à goûter. Ses amis lui ont dit « Mais ta jeune sœur, avec le regard qu'elle a, dans 10 jours, elle sera morte. » Vous voyez, ce qui frappait, on ramenait la mort avec nous. Geneviève de Gaulle, je la revoyais un peu, je vais un jour chez elle, j'étais pas très bien, un peu découragée, etc. Mais je connaissais pas encore mon mari, c'est après les choses ont changé. Et je la vois chez elle avec son premier-né, petit Michel, dans les bras. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu vois Marie-Jo, nous les femmes, la vie nous a été vraiment rendue quand on a donné la vie nous-mêmes. Et je trouvais que c'était une très belle phrase. Ouais. Quelques mois plus tard, Marie-Jo rencontre Paul-Henri Chombardelove, un pilote français engagé dans la Royal Air Force pendant la guerre. Ils se marient fin 1947. Très vite, Marie-Jo attend un enfant.
Quand j'étais enceinte, pour moi, c'était l'angoisse. Parce que pendant des mois à Ravensbrück, j'ai eu des enfants morts dans les bras. Est-ce que moi, j'aurais des enfants vivants? Et je me rappelais la phrase de Geneviève que j'avais eue pas très longtemps avant. Tu verras, Marie-Jo. Oui. La petite Marie naît en septembre 1948, bientôt suivie de la petite Noël, des petits Jean-Marie et Pascal. Marie-Jo est vivante à nouveau. L'ancienne résistante devient chercheuse en sociologie au CNRS, écrit des livres sur les droits de l'enfant et sur l'extrême droite en France. En 1982, elle rejoint la Ligue des droits de l'homme, active, forcément active.